c'est scientifique, c'est vrai, la science le dit. Comme tu dis. Scientifiquement. Ouais, c'est prouvé scientifiquement, donc c'est vrai. La spiritualité, c'est l'effort que l'on fait à l'intérieur de soi ou autour de soi pour donner sens et valeur à son existence et en cherchant le meilleur chemin d'accomplissement. Pour un chef d'entreprise, à quoi ça sert? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment utile? Oui, parce qu'une entreprise n'est pas durable si elle ne cherche pas à s'accomplir et que l'entreprise, c'est pas un one-shot, c'est pas quelque chose qu'on fait juste pour s'amuser pendant 2 heures, c'est quelque chose qui doit être pérenne et pour que ce soit pérenne, il faut qu'il y ait quelque chose à construire. Moi, j'adore ce mot construire et comme tu as fait du latin comme moi, en latin, construire, c'est munire et munire, c'est construire ensemble, c'est communier. Mais je crois qu'il y a là une idée importante de spiritualité, c'est la communion dans un chantier unique pour construire quelque chose qui soit pérenne, qui soit durable, qui soit accompli. Cette résonance et cette mise en mouvement des individus vers l'objectif des façons plus religion, donc dans j'impose, dans l'obéissance. On a parlé par exemple des entreprises religion et bidda. Au contraire, dans une entreprise qui se travaillerait dans la spiritualité, on verrait plus dans le questionnement et dans la liberté que ça implique pour les individus, et du coup de se dire en fait selon je vais être plutôt une entreprise religion, une entreprise spiritualité. Il va falloir que ce soit en fait une décision qui va partir du dirigeant et qui va impliquer dès mon process de recrutement, d'identification de mes talents, d'identifier si je suis en face de personnes qui vont aller chercher un esprit d'appartenance dans l'obéissance, un esprit d'appartenance dans ma liberté. Quelques exemples classiques. Le dualisme, ce serait, on a une vie pro, qui est une vie parfois de souffrance, et une vie perso, qui est une vie idéale, et puis il faut mettre une grosse barre entre les deux, et se protéger, et puis on travaille dur pour s'épanouir après, alors que le monisme dirait qu'on a une seule vie, qu'on est une seule personne cohérente, et que tout ça doit être un tout. Un autre exemple, c'est les mondes qui souvent se matérialisent par le monde des employés et le monde des patrons, qui, par simplicité, souvent se créent dans l'imaginaire collectif, alors qu'en réalité, c'est une équipe qui doit réussir à travailler ensemble. Si tu construis une belle bâtisse, forcément le résultat sera là et ce sera la conséquence du travail qui a été fait et du cœur qu'on y a mis. D'autre part, pour pouvoir faire la belle bâtisse, il faut nécessairement des matériaux et les matériaux, eh bien, il faut pouvoir aller les chercher, il faut pouvoir les utiliser au mieux et donc il y a une espèce de dialogue perpétuel entre les deux, une dialectique entre spiritualité, donc ce qu'il y a à construire, et réalité, c'est-à-dire ce qu'il faut pour construire. Ça a été notre premier constat de se dire l'entreprise, elle a une âme en tant que telle. C'est une entité à part entière, et ça c'est une de nos questions, interrogations et débats en interne, de se dire est-ce que c'est une entité à part entière ou est-ce qu'en fait c'est une émanation quelque part de l'âme de son dirigeant, fondateur. À quel point est-ce qu'on arrive à découper ces deux âmes, et nos débats c'était est-ce que typiquement le fondateur au début il incarne à 100% parce qu'on est tout seul ou pas beaucoup, et donc d'autant plus finalement c'est notre âme qu'on va mettre dans cette entreprise, puis plus il y a de monde, plus les deux sont distincts, ou est-ce que finalement inévitablement le dirigeant, c'est lui qui insuffle l'âme, la vision quelque part, la direction, les valeurs, et qui continue dans ce sens-là. Et finalement, l'âme évoluerait de l'entreprise en fonction de son dirigeant qui va lui-même changer, soit parce qu'il change en tant que tel, soit parce que finalement, d'un dirigeant à l'autre, même si on essaye de garder la même âme et la même entreprise, elle va évoluer. Parfait.
du recrutement chez AXA, c'est avant tout de s'assurer que notre processus de recrutement est bien en phase avec notre culture, avec notre raison d'être, avec ce qu'on est. Et quand je parle du processus, c'est le process en lui-même, mais c'est aussi la sélection des candidats qui sont alignés avec cette culture et cette raison d'être qu'on a développée dans le groupe. Comment parvient-on à sélectionner les candidats qui partagent la même raison d'être ? Alors ça commence en amont du recrutement, ça commence par le positionnement de notre marque employeur, ça commence par l'écriture des jobs ou des rôles que l'on poste, et puis ça passe bien sûr par toute la phase de screening, de pré-screening, d'entretien, etc. Les entretiens sont vraiment très très importants parce que c'est un moment où l'entreprise comme le candidat essayent de se vendre l'un à l'autre et en même temps se testent l'un à l'autre. Et donc c'est un moment pour moi de bascule vraiment critique pour identifier si les candidats qu'on interviewe à ce moment-là sont vraiment en phase avec qui on est et ce qu'on veut être. Je dirais qu'il y a 3 étapes déjà pour que ça fonctionne. Préparer la fiche de poste, savoir vraiment quel profil j'ai besoin, entre des profils prospection, des profils plutôt suivi client, des profils spécialisés, appel d'offres publics. Bref, j'ai besoin de quel profil. Et de 2, pendant la phase entretien-sélection, ce que je trouve important, il y a 2 aspects. Il y a un premier aspect qui est finalement comment vérifier que le profil qu'on va recruter correspond bien à l'âme de l'entreprise, à nos valeurs, à notre culture, à l'entraide, l'esprit d'équipe, l'engagement, toutes ces valeurs-là qu'on veut retrouver chez nos collaborateurs. Et puis le deuxième point, c'est les capacités techniques. Et là, on passe plutôt par des mises en scène, on va dire, jeux de rôle, pour vérifier que leur technique correspond à nos attentes, mais aussi, surtout, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, leur propre auto-feedback, que ça fonctionne bien. Et le dernier point, pour conclure, ce serait l'onboarding. Ce serait qu'est-ce qu'on met en place derrière pour que le recrutement, en effet, se passe bien. Parce que je le rappelais tout à l'heure, 36% des commerciaux partent sur leur choix ou non, mais en tout cas partent la première année. Donc comment faire en sorte de les retenir au maximum? Et donc l'onboarding, forcément, en fait partie. Même si au fond de moi-même j'avais quand même quelques idées sur le pourquoi, étant donné que la réussite de mon entreprise aujourd'hui elle provient essentiellement de mes salariés, il me paraissait indispensable de leur demander leur avis et surtout de voir dans quel ordre ils mettaient les priorités en fait, parce que nous on a des priorités en tant que dirigeants, mais c'est aussi intéressant de voir les priorités que les collaborateurs peuvent mettre sur les facteurs clés de succès de notre cohésion d'équipe. Voyons le podium, c'est-à-dire les 3 premières clés. En quoi sont-elles surprenantes? Alors la première était donc la stabilité émotionnelle du dirigeant. Donc ça, c'est assez surprenant que ce soit la chose la plus importante pour eux, d'autant plus qu'entre ma perception et la leur, pour ma part, il y avait une différence. La deuxième était la conviction et l'engagement dans le projet, alors que j'aurais mis en premier. Mais pareil, à leur niveau, je ne savais pas si c'était ce qu'ils percevaient en premier. Et puis la troisième, mettre en place un cadre avec des objectifs précis, atteignables et avec un timing raisonnable. Là, ça me paraissait être plus cohérent avec l'organisation de l'entreprise. Peut-être qu'au début, finalement, l'expression qui me vient, c'est peut-être qu'il faut se laisser faire. C'est-à-dire qu'on part avec une idée de la raison d'être, mais quand elle va rencontrer le principe de réalité, elle va s'affiner, se décaler, s'ajuster, se polir peut-être, simplement. Mais je crois qu'il faut s'attendre à être surpris et accepter de se laisser surprendre. Et puis, pour pouvoir construire et alimenter cette école, c'est un 4/4. Alors, une école en 4/4, toujours être très précis sur l'intention, nourrir l'intention. Voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie finalement d'adresser comme besoin, pourquoi, pour qui, être très clair là-dessus. Et puis ensuite, on va choisir, on va le modéliser en forme de projet, conception d'un projet, on va le passer en réalisation et puis finalement, on va ensuite mesurer et les impacts et les résultats et le cadeau supplémentaire, qu'est-ce que ça nous a fait apprendre et comment ça vient nourrir la prochaine boucle itérative.
Les esprits religieux vont peut-être grincer un peu quand je dis que la religion, c'est une forme de codification d'une spiritualité à travers une culture particulière. Alors que la spiritualité, au sens large du terme, ne doit pas être codifiée, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur, qu'on vit par l'intérieur, alors que la religion est par définition communautaire, c'est quelque chose qu'on partage avec d'autres, c'est religare, c'est-à-dire relier entre eux les différents membres d'une communauté autour de croyances et de convictions communes.